Salut, bienvenue au 7e épisode du Bourrasque Podcast. Bienvenue! Salut Marc, ça va? Salut, ça va bien toi? Ben oui, très bien. Fait que pour ce 7e épisode, on a eu droit à une invitée super intéressante, Julie Etier, leader en chef du développement économique Longueuil. Donc, comment tu as trouvé ça, Marc? Ben, écoute, Julie, on voit que c'est une passionnée puis qu'elle aime beaucoup son travail. Elle gravite dans le développement économique depuis plusieurs années. On va mieux comprendre qu'est-ce que ça prend comme qualité pour être entrepreneur, les différentes facettes. Puis elle partage vraiment beaucoup d'exemples aussi. Fait que c'est vraiment une belle rencontre qu'on a eue pour cet épisode-là. Absolument. On a parlé de leadership, comment justement mobiliser plusieurs parties prenantes autour d'une vision commune, comment amener de l'innovation dans une organisation, comment faire collaborer différents acteurs de partenaires. Et pour ceux qui ne connaissent pas Longueuil, mais vous allez avoir un bon portrait de la municipalité. Fait que sur ce, bon podcast! Bonjour Julie, bienvenue au Bourrasque Podcast. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir, super content de t'avoir avec nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, je vais te présenter, je vais t'introduire, puis par la suite, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les questions, puis qu'est-ce qu'on veut venir aborder avec toi aujourd'hui. Parfait. Donc, visionnaire et stratège, Julie Etier, c'est une leader influente du développement économique au Québec depuis plus de 20 ans. Reconnue pour sa capacité à bâtir des relations de confiance durables, à mobiliser les parties prenantes et inspirer l'action collective. Elle incarne vraiment un moteur d'innovation puis de croissance axé sur les résultats. Puis au fil des années, elle s'est imposée comme une référence stratégique, régulièrement sollicitée par les élus puis les décideurs pour son expertise pointue des enjeux macroéconomiques. Donc, présentement, elle est leader en chef du développement économique Longueuil. Depuis 2008, elle évolue au sein de cette organisation-là où, depuis 2016, elle tient ce rôle-là de leader en chef. À ce titre, elle a rapidement propulsé l'organisation et en a fait l'une des plus importantes au Québec. Pour vous donner des petites statistiques, là, ceux qui nous écoutent, Développement économique Longueuil compte effectivement aujourd'hui une équipe de plus de 50 professionnels, un budget de 8 millions de dollars et des revenus autogérés de 1,5 million de dollars. Il gère annuellement plus d'une vingtaine d'ententes gouvernementales. Puis sous sa gouverne, au cours des 5 dernières années, Dell a généré plus de 5 milliards en investissement, rien de moins. En investissement sur le territoire, puis accompagné plus de 5 000 entreprises à contribuer à la création ou maintien du développement de 22 000 emplois. Et en 2024, tu as reçu la médaille du couronnement du roi Charles III, une distinction pour honorer ceux qui ont contribué de manière significative à leur communauté. Tout un parcours, vraiment. Comment tu t'expliquerais un peu rapidement ton parcours, puis comment tu en es venu à avoir cet impact-là au sein de Développement économique Longueuil et de toute sa communauté aussi? Merci pour cette belle introduction. En fait, effectivement, ça fait plus de 20 ans que je travaille en développement économique. J'ai découvert, je dirais, ce domaine-là quand même au début de ma carrière. J'avais étudié en commerce international, donc je m'intéressais à tout ce qui touchait à l'exportation. Et j'ai obtenu un poste de conseillère à l'exportation. Alors, je devais aider les entreprises qui soit avaient de l'intérêt à commencer à exporter ou à diversifier leur marché. Mon premier mandat, faire un plan d'exportation pour une petite entreprise qui voulait vendre dans le nord-est des États-Unis. Et là, j'ai découvert comment je pouvais faire une différence au sein d'une entreprise. Donc, en faisant le plan d'export, on a réussi à aller chercher du financement. On a généré des emplois par la suite parce que le projet d'exportation a fonctionné. Donc, je me suis dit, mais c'est donc bien extraordinaire, ce domaine-là. C'est très valorisant. On a vraiment un impact direct sur la communauté d'affaires. Donc, tout de suite, c'est devenu une passion. Puis, je savais là, que j'allais faire un parcours dans ce domaine-là. Puis là, bien sûr, j'ai évolué avec le temps, gravi les échelons, occupé des postes où je pouvais avoir un impact encore plus important sur la communauté d'affaires. J'avais la possibilité de développer des nouveaux services, des nouveaux projets, mettre en place différentes initiatives en lien avec les besoins des entreprises. Donc, je me suis toujours réalisée vraiment dans le développement économique. J'adore ce que je fais. Puis d'ailleurs, je pense que c'est un privilège d'aimer ce qu'on fait puis d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, j'apprécie beaucoup mon travail puis je suis reconnaissante de pouvoir évoluer là-dedans encore aujourd'hui puis de pouvoir faire une différence. Absolument. Puis pourrais-tu nous décrire un peu l'évolution de Dell, Développement économique Longueuil, au cours de toutes ces belles années-là? Puis comment ça, justement, c'est venu ajouter des lignes de service puis plus de soutien aux entrepreneurs et aux entreprises du territoire? En fait, ça a été vraiment une belle aventure là, parce qu'au moment où j'ai été nommée
directrice générale, à l'époque, les villes de l'agglomération avaient annoncé la fermeture de Dell. Ah, ouais, Et donc, ok. moi, j'avais comme mission, puis c'est un des grands défis de ma carrière que j'ai eu, de dire, il faut que je les convainque de faire renaître Dell de ses cendres. Donc, c'était quand même un défi assez important. On était 45 personnes en développement économique dans l'agglomération. On est tombé à 6. Et ils ont dit, on va rebâtir une nouvelle corporation. Moi, j'avais la chance d'être dans ces 6 personnes et je me suis dit, je vais prendre mon bâton de pèlerin, je vais aller faire le tour des conseils municipaux pour leur expliquer qu'est-ce qu'on fait chez Dell, puis où on pourrait amener cette corporation-là, leur faire part de ma vision. Et ça a bien fonctionné. Donc, à l'unanimité, les élus ont reconduit Dell. Et là, c'est là, dans le fond, que le fun, entre guillemets, a commencé, parce que là, je devais rebâtir cette corporation de développement économique-là, rebâtir une équipe, développer des services qui étaient alignés à la réalité des entreprises de cette époque-là. Mais ce qui était aussi stimulant, c'est qu'avec le temps, on ne peut pas garder la même offre de service. Tout évolue trop rapidement. Les technologies, il y a des mouvements aussi au niveau économique qui font en sorte que les besoins de nos entrepreneurs changent. Donc, ce défi de toujours être innovant, au-devant de la parade, moi, c'est ce qui m'a beaucoup stimulé ces dernières années. Puis là, c'est ça, on est parti d'une corporation qui avait au départ 800 000 de revenus, aujourd'hui 8 millions, 6 personnes, aujourd'hui 50. Donc, c'est vraiment avec l'équipe. Moi, je suis très, très en mode collaboratif. J'aime être à l'écoute des idées. C'est grâce à mes collègues que l'organisation en est là aujourd'hui parce qu'ils sont sur le terrain, ils sont très présents dans les entreprises, à l'écoute des besoins, puis ils suggèrent des nouvelles initiatives. Puis on pourrait y revenir, mais il y a plein de belles initiatives que Dell a mis en place là, ces dernières années là, grâce à notre super équipe d'experts. Ben oui, puis justement, parlant de ce que je trouve ça intéressant, comment mobiliser les équipes, puis justement, comment faire embarquer les équipes dans une vision, tu sais, comment tu décrirais ton style de leadership, puis comment aussi, quelles valeurs qui te tiennent le plus à cœur pour justement pouvoir amener une cohérence dans cette vision-là, puis dans cette exécution-là? Clairement, mon style de leadership, c'est un leadership collaboratif. Je l'ai déjà nommé depuis le début de la rencontre. Ouais. Je suis reconnue pour être quelqu'un qui va consulter. Je veux avoir les idées des gens qui m'entourent. C'est comme ça, je pense, qu'on peut avancer. C'est comme ça aussi qu'on obtient l'engagement des différentes parties prenantes. Puis ça me sert autant à l'interne qu'à l'externe, parce qu'en tant que développeur économique, je travaille avec une panoplie d'acteurs externes que je dois mobiliser. Donc, clairement, cette collaboration-là, pour moi, c'est ce qui mène au succès. Et ce leadership-là, il est basé sur, je dirais, 3 grandes valeurs. Bon, la première, bien sûr, la collaboration, qui est en lien avec mon style de leadership collaboratif. Pour moi, une organisation, un projet, ça a du succès seulement si on le fait de façon collective. Et je pense que c'est ce qui motive les troupes. Ensuite, l'authenticité. Donc, moi, je vais toujours travailler en étant moi-même, en étant vrai. J'ai mes forces, j'ai mes faiblesses. Je suis très transparente. Puis je pense que c'est comme ça aussi que les gens adhèrent à notre vision en tant que leader. Et ma plus grande valeur, parce que j'ai fait différents tests de valeurs là, au courant depuis le début de ma carrière, c'est l'équité. Alors ça ressort toujours très fort dans mon profil parce que selon moi, il faut que chaque collègue, chaque partenaire soit écouté de la même manière, entendu, ait les mêmes opportunités, les mêmes chances de réussite. Donc, quand je mets en place des projets ou des politiques internes, je m'assure qu'elles sont bien comprises, bien maîtrisées et que chacun y ait accès là, de la même manière. Pour moi, c'est très important. Donc, je dirais que ce style de leadership-là, ces valeurs-là, m'amènent à avoir, je pense, un impact important, si on veut, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais avoir un impact sur la société et sur la communauté d'affaires. Oui. Puis pourrais-tu nous parler, tu sais, dans toute ta carrière, pourrais-tu nous parler un peu d'un défi que tu as surmonté, en fait, c'était un gros défi que vous ne saviez pas trop comment l'adresser. Tu sais, pourrais-tu nous partager un exemple de justement comment vous êtes arrivé comme organisation à vous relever de tout ça? Tu sais, on a vécu plein de crises récemment, avec les tarifs, avec la pandémie. Oui. Il y a eu plusieurs défis dans ma carrière. Un des plus grands, c'est celui que j'ai nommé où j'ai dû convaincre les élus
de ramener Dell à la vie. Là, ça a été un beau défi pour moi. Mais il y en a eu plein d'autres par la suite, effectivement, parce qu'on a connu toutes sortes de bouleversements. Puis en tant que corporation de développement économique, ce qu'on veut, c'est être pertinent. Donc, il faut tout le temps s'adapter. Quand la pandémie est arrivée, je me suis retrouvée seule chez moi devant mon ordinateur, puis je me suis dit, mais je prends ça par quel bout? Là, rapidement, les technologies sont embarquées, puis j'ai retrouvé mon équipe à l'écran, heureusement. Puis on a travaillé ensemble en se disant, mais ils ont besoin de quoi, les entrepreneurs, maintenant? Là? Puis ça, on l'a vécu aussi avec les tarifs. Ça, c'est toujours des beaux défis. Puis encore une fois, c'est en consultant qu'on a cette réponse-là. Il faut être à l'écoute, il faut avoir le feedback pour pouvoir s'adapter. Donc ça a toujours été des beaux défis. Et pour mettre en place ces nouvelles offres de services-là tout le temps, puis être tout le temps pertinent, il faut négocier des ententes avec les gouvernements. Puis ça, pour moi, c'est un grand défi. Parce qu'on a besoin de sous pour faire ça, puis les sous, ils viennent de différents ministères, avec différents objectifs, différentes redditions de comptes. Alors, ça prend beaucoup de processus internes pour pouvoir être capable de gérer tout ça, puis être capable de maintenir une offre pertinente pour les entrepreneurs. Donc ça aussi, c'est d'autres défis importants. Moi, je carbure aux défis. Je pense qu'en tant que leader, il faut carburer aux défis, sinon on n'aimerait pas ce qu'on fait. Ouais. Puis je pense que l'important, puis tout au long de ma carrière, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de retirer ce qui a bien été, ce qui a moins bien été dans un défi pour être encore meilleur la fois suivante. Je pense que c'est l'important. Puis de toujours demeurer pertinent. Donc, beaucoup de défis en développement économique. J'en doute pas. Puis tu sais, si on se projette dans le futur, Julie, ça serait quoi l'impact que tu aimerais avoir auprès de la société, ou ça peut être plus de manière micro au niveau de ton équipe ou au niveau de Longueuil, développement économique Longueuil? Bien, ce que j'aimerais avoir, puis je pense qu'on a tout dans l'agglomération pour en arriver là, c'est être le lieu où les entrepreneurs veulent faire des affaires. Le choix numéro 1. On a tout ce qu'il faut dans le sens où on est très bien localisé géographiquement. On a un bassin de main-d'œuvre incroyable, la main-d'œuvre bilingue. On a des infrastructures de transport exceptionnelles. On est près de grands marchés. On n'a pas traversé Montréal pour aller aux États-Unis. Tu sais, je pourrais en parler longtemps, là, je suis vendue pour l'agglomération, mais on a vraiment un écosystème aussi incroyable pour permettre aux entreprises d'innover, de se développer. Alors, je pense qu'on peut être ce lieu qui est le premier lieu considéré par tous les entrepreneurs. On peut profiter là, de l'exode de Montréal vers la banlieue actuellement qu'on vit pour que les nouvelles entreprises qui veulent s'établir, puis les entreprises qui sont déjà établies, là, aient vraiment le soutien adéquat puis tout ce qu'il faut là, pour réussir. Donc ça, pour moi, c'est ma vision. Puis j'aimerais amener tous les acteurs du territoire, j'y travaille déjà dans mon rôle, mais tous les acteurs du territoire à avoir cette vision-là, à travailler ensemble, en synergie, en se consultant, en s'inspirant l'un et l'autre pour en arriver à cette vision-là que j'ai. Et puis, ça fait en sorte, dans le fond, que Dell, on devient un catalyseur de l'écosystème entrepreneurial du territoire. Puis, j'aimerais aussi éventuellement, comme legs, que tous les entrepreneurs du territoire aient le réflexe Dell. Tu sais, c'est un peu en lien aussi avec le fait de dire on est lieu pour entreprendre. Ouais. Tout entrepreneur qui a un projet puis il veut l'accélérer, le faciliter, disent « faut que je parle à Dell ». Ils ont des experts qui vont nous aider. C'est ça notre rôle, en fait. Donc... j'aimerais bien qu'on en arrive là. J'adore. Puis justement, pour un entrepreneur qui est sur l'agglomération, comment vous les aidez concrètement? Tu sais, c'est quoi les différentes facettes pour quelqu'un qui ne connaît pas ça? Ou, tu sais, parce que vous allez évoluer aussi à travers le temps, puis vous avez toujours une offre évolutive puis qui s'adapte aux besoins évolutifs également. Qui est à l'écoute aussi de leurs besoins. Tu mentionnais ça tout à l'heure, là, vous prenez les moyens de varier vos accompagnements parce que ça change au fur et à mesure des années, là, les défis des entrepreneurs sont différents. Exactement. Donc, notre offre, elle est très large. Je dirais que toute notre offre consiste à aider l'entrepreneur à innover, donc à être plus productif, plus performant, puis demeurer compétitif. Alors, il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place dans les dernières années. Là, je pense entre autres à l'accélérateur Dell, qui est une initiative pour permettre aux startups de rapidement passer du point A au point B, avec des parcours d'accompagnement, des ateliers, des coachs. Il y a beaucoup d'accélérateurs au Québec, mais il n'y a pas beaucoup de corporations de développement économique qui portent un accélérateur. Et ce que je trouve bien, c'est qu'une fois que l'entreprise sort de son parcours d'accélération, elle a accès à tous les autres services de Dell, puis même pendant son parcours. Donc, ça nous distingue
des autres initiatives. On a aussi un soutien en virage numérique. Donc, on a mis en place le Digifab QG il y a quelques années, qui est un lieu où l'entrepreneur vient découvrir toutes sortes de technologies, autant du software que du hardware, puis on l'aide à faire les bons choix technologiques selon son niveau de maturité, ses objectifs, etc. Donc, ça aussi, c'est très innovant. Il y a 4 CEI seulement au Québec. Donc, on a fait partie de ceux qui se sont proposés rapidement auprès du MEIE là, pour déployer ces services-là. On a un accompagnement en développement durable qui est quand même récent aussi, mais pour lequel il y a de plus en plus d'engouement. Les entreprises veulent diminuer leur empreinte écologique. On les aide à faire leur bilan carbone. On les aide à se conformer au BNQ 21000, etc. Donc, exportation aussi, on aide les entreprises à diversifier leur marché. Puis je vous dirais que le service qui est le plus populaire, puis je pense que c'est dans toutes les corporations de développement économique, c'est la porte d'entrée, c'est la recherche de subventions, la recherche de soutien financier sans intérêt, par exemple. Donc, les entreprises viennent souvent nous voir pour ça. Puis ensuite, ils découvrent la panoplie d'autres services qu'on a chez Dell, puis ils bénéficient de d'autres expertises. Alors, une offre de services très large, ressources humaines aussi, là, j'en passe, mais nos 50 professionnels ont des expertises très, très variées. Non, c'est incroyable. Puis qu'est-ce que l'innovation signifie pour un territoire comme Longueuil aussi? Et une sous-question à ça, puis comment tu as vu la transformation de l'écosystème de la Rive-Sud dans toutes les dernières années? En fait, l'innovation pour un territoire comme Longueuil, puis pour tout territoire, c'est vraiment nécessaire. C'est plus possible de dire on n'innove plus, puis on va demeurer un territoire attractif pour les entreprises. Et c'est l'affaire de tous, je pense. Puis l'innovation, ça se fait à tous les niveaux. Donc, ça peut être au niveau des processus, des services, des façons de travailler, du marketing. Et ça peut être au niveau industriel, mais ça peut aussi être au niveau du tourisme, au niveau culturel, au niveau de l'agriculture. C'est très, très large. Donc, moi, je pense que l'innovation dans une communauté, c'est vraiment l'affaire de tous et on se doit de faire de l'innovation. Et la sous-question concernait comment, dans les dernières années, grande transformation. Oui, c'est clair, hein, j'en ai très grande transformation. Puis, je suis fière d'en parler. C'est un travail vraiment de collaboration. Il y a plusieurs acteurs qui ont contribué à ça, dont Dell, bien entendu, parce que c'est notre devoir, je pense, en tant que corporation de développement économique, de mettre en place des initiatives pour aider la communauté à innover. Donc, on en a parlé, mais l'accélérateur, le Digifab, ce sont des nouvelles initiatives qui ont vu le jour dans les dernières années. On a également des quartiers qui ont vu le jour. On a maintenant, là, je vais prendre l'exemple de Solar à Brossard. C'est extraordinaire. C'est des nouveaux quartiers innovants qui se sont développés autour, là, dans ce cas-ci, d'une station de REM. Puis les gens peuvent y travailler, étudier, peuvent habiter dans ces lieux-là, ils peuvent même se divertir, il y a de la restauration. Donc, c'est des nouvelles façons d'accueillir nos citoyens. Les villes aussi ont beaucoup innové ces dernières années. Par exemple, la ville de Longueuil a lancé des idées pour financer le logement social, mais ça a un impact sur notre économie important. Il y a aussi l'Office de participation municipale qui permet aux citoyens de s'exprimer, de donner leurs idées sur les projets. On a vu beaucoup d'initiatives en développement durable aussi, le RTL, beaucoup de véhicules qui sont maintenant électriques, des vélos, des trottinettes en libre-service, etc. Donc, vraiment une économie qui s'est transformée, qui a évolué. Puis je pense qu'on a de quoi être fiers de ça dans l'agglomération. Pour le volet vélo, je peux en témoigner. J'utilise beaucoup les pistes cyclables. Oui. C'est incroyable à Longueuil, le nombre de pistes, là, puis on peut circuler en toute Vraiment, sécurité. Tout à fait. Une autre fierté. Ben ouais, clairement. Puis en termes simples, qu'est-ce que ça veut dire développement économique territorial? Tu sais, pour quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde là, qui nous écoute, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, du développement économique territorial, c'est contribuer à la croissance d'un territoire, à l'amélioration d'un territoire. Encore une fois, c'est l'affaire de tous. Puis c'est, à mon avis, un travail qui est basé sur les forces qu'a un territoire, sur comment il se distingue, ce territoire-là, sur sa couleur. On dit souvent que le développement économique, c'est intrinsèque. Donc, on bâtit notre économie sur ce qu'on a déjà sur le territoire. On peut réinventer, on peut décider de développer des nouveaux créneaux, mais à la base, on a des atouts sur lesquels il faut miser. Je prends l'exemple de l'aérospatiale chez nous. Une entreprise en aérospatiale s'établit chez nous a déjà accès à des centres de recherche, institutions d'enseignement,
plusieurs autres entreprises avec lesquelles elles vont pouvoir avoir des synergies et collaborer. Mais si on met nos efforts à attirer une entreprise en pâte et papier, elle va s'installer chez nous, elle va créer de l'emploi à court terme, mais à long terme, elle n'aura pas le soutien nécessaire pour assurer sa croissance. Elle n'aura pas de synergie avec notre écosystème. Elle ne viendra pas consolider notre économie. Donc, je pense qu'en tant que territoire, il faut se doter de politiques, d'incitatifs, il faut avoir une vision claire de développement économique pour pouvoir attirer puis soutenir les bonnes entreprises, puis maximiser l'impact qu'on a sur le territoire en termes d'investissement, de création d'emplois, etc. C'est ce qui fait en sorte qu'on améliore la qualité de vie de nos citoyens. Alors, pour moi, c'est ça du développement économique territorial. J'adore, puis ça m'amène à la prochaine thématique. Je voulais parler justement de la zone d'innovation en aérospatiale, qui justement avec Mirabel puis avec Montréal, tu sais, gros projet, majeur complètement. Pourrais-tu m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est en fait le projet, puis qu'est-ce que ça va représenter peut-être pour les entreprises ici comme opportunité, puis comme rayonnement aussi au niveau de Longueuil, puis de ces leaders comme Pratt & Whitney et RousDevTech? Ça, c'est un très beau projet, puis c'est un bel exemple de collaboration entre les acteurs de l'écosystème de Longueuil, où tout le monde, on s'est dit, c'est quoi notre vision là en termes d'aérospatial? On est tous alignés, puis c'est l'objectif d'une zone, c'est de faire travailler davantage les institutions d'enseignement, les centres de recherche, les villes, les entreprises, bien sûr, les organismes comme nous, pour bien définir notre vision, mais aussi pour bien encadrer les entreprises. L'objectif, c'est de faire plus d'innovation, puis de commercialiser ces innovations-là. Donc, une entreprise qui s'établit dans une zone, elle est bien entourée puis elle maximise ses chances de croissance puis de succès. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, oui, l'aérospatiale, ça va être une priorité chez nous, puis on va miser sur tout ce qui est plus sécuritaire et plus vert sur notre territoire. Et la mairesse, entre autres, de Longueuil a réservé quand même beaucoup de pieds carrés. On parle de 9 millions de pieds carrés. Puis elle s'est dit, ce n'est que pour les entreprises en aérospatiale. Donc ça, c'est fort comme message quand tu dis « je réserve mon parc industriel pour cette industrie-là ». Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été amorcées depuis le début de la zone. Les acteurs travaillent davantage en collaboration. Les entreprises se rencontrent davantage aussi par rapport à ce qu'on voyait avant. Maintenant, elles se connaissent. Donc, elles ont des initiatives ensemble. Quand la zone a été annoncée, le premier ministre a également annoncé une initiative de Boeing avec RousDevTech, par exemple, où là, ils veulent travailler sur une nouvelle génération de trains d'atterrissage. Donc ça va servir à toute la chaîne d'approvisionnement, à toutes les entreprises qui sont à proximité, parce que c'est quand même un projet majeur. Il y a aussi Pratt & Whitney avec l'arrivée d'H55, etc., qui travaillent sur de la motorisation hybride. Donc ça va vraiment amener l'industrie à un autre niveau. Puis, en tant qu'agglomération, mais ça contribue beaucoup à notre rayonnement. C'est du marketing territorial. Le fait d'être une zone, ça signifie qu'on est un lieu où c'est intéressant d'innover, où tout le soutien va être disponible pour une entreprise pour croître. Puis on le vit déjà, là. J'étais au Bourget au mois de juin. Le fait qu'on soit une zone, ça l'amène un engouement que je n'ai jamais vu auparavant. Ah ouais, à ce point-là. J'étais il y a 2 ans au Bourget. Les entreprises nous questionnaient. Bon, qu'est-ce qui s'en vient chez vous, etc. Cette année, 2 ans plus tard, on a entendu parler de la zone. On est intéressés. Est-ce qu'il vous reste des terrains? On était vraiment rendu à un autre niveau. Donc, ça fait vraiment rayonner clairement notre territoire. Ouais. On parle de développement économique à ce moment-là, mais est-ce que ça a aussi un impact sur les citoyens quand on parle de zones comme ça? Tu sais, les entreprises emploient des travailleurs, puis ces travailleurs-là, ils peuvent être appelés à travailler dans la région, dans la zone. Quel impact ça a, selon toi? Une zone, comme tout autre projet de développement économique, l'objectif ultime, c'est de générer des investissements, créer des emplois de qualité. Donc, pour le citoyen, il va y avoir plus d'emplois disponibles. Pour le citoyen corporatif, que ce soit en service, que ce soit du commercial, ces nouveaux citoyens-là vont se divertir, vont se loger à proximité. Donc, il y a beaucoup de retombées directes, mais aussi indirectes. Okay. Puis, tout ce qu'on fait en développement économique, c'est pour avoir un impact sur la qualité de vie du citoyen. Donc, quand tu génères des investissements, bien, c'est redistribué dans l'économie, puis c'est le citoyen qui en bénéficie. Donc, pour moi, toute initiative de développement économique a vraiment un impact direct sur le citoyen. Ouais. Puis en plus, ici, on parle d'aérospatiale. Donc, on est là pour rendre l'aviation plus verte, plus innovante, plus technologique. Donc, c'est sûr que les citoyens, en bout de ligne, vont en bénéficier également.
Moi, je trouve ça incroyable comme projet. Moi, ce qui m'intrigue, puis ce que je trouve impressionnant aussi, c'est comment arriver justement à mobiliser plusieurs acteurs autour d'un... Là, je prends l'exemple de ce projet-là, mais tu sais, d'une vision commune, tu sais, dans le sens, tu travailles avec des municipalités, gouvernements, universités, organismes, grandes entreprises, PME, secteurs diversifiés. T'aurais-tu des trucs, astuces pour quelqu'un qui veut développer son leadership, développer son niveau d'impact qu'il peut avoir dans son travail, à mobiliser, tu sais, des gens puis d'avoir une vision commune? Oui. En fait, je dirais que pour mobiliser autant d'acteurs, dans un premier temps, ça prend un sens politique assez aiguisé. Donc, il faut bien comprendre quels sont les objectifs des différents partenaires ou acteurs qui sont autour de la table. C'est quoi leur agenda? Comment on peut développer une relation gagnant-gagnant avec eux? Il faut faire preuve de transparence aussi. Il faut être capable de se dire les vraies affaires. Si au début d'un projet, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut les adresser. Il faut être vraiment à l'écoute, consulter. Je pense qu'il faut livrer la marchandise aussi. Si on dit à une panoplie de partenaires qu'on va livrer tel projet ou qu'on va atteindre tel objectif et qu'on ne le fait pas, on perd la face. Pour moi, c'est super important d'être rigoureux quand on veut assurer un leadership, puis livrer ce qu'on a dit qu'on allait livrer. Ensuite, une fois qu'on a consulté toutes les parties prenantes, l'important, c'est de bien définir la vision du projet. Puis cette vision-là, il faut la communiquer à l'ensemble des partenaires. Il faut vraiment que ce soit clair. Ce n'est pas les objectifs qu'on se donne, puis il faut qu'ils soient quantifiables, atteignables. Puis si on les atteint, puis c'est ça l'objectif, ben ensuite, c'est de communiquer qu'on les a atteints, ces objectifs-là. Puis quand on parle de la vision, il faut que tout le monde autour de la table comprenne que s'ils adhèrent à cette vision-là, ça va leur être utile. Donc, pour moi, c'est comme ça que je parviens, parce que c'est le rôle d'un développeur économique, c'est notre quotidien, d'être assis, comme tu disais, avec une panoplie d'acteurs puis de les rallier. Je pense que les ingrédients sont pas mal ceux que je viens de vous donner. En tout cas, moi, c'est ma façon de fonctionner. Puis des fois, c'est du travail de longue haleine parce que il y a des petits projets, des fois, mais des projets comme des zones d'innovation, ça fait 4-5 ans qu'on y travaille. Ouais. Donc, pour arriver à ce que tout le monde dise, on s'en va vers cette vision-là, puis on va tous y travailler dans le même sens, ça peut prendre un certain temps. Puis au niveau de la zone d'innovation, tu sais, c'est quoi, mettons, les prochains gros jalons de ce projet-là? Parce que oui, il y a eu la désignation, mais c'est quoi qui s'en vient concrètement sur le territoire ici? En fait, on travaille à l'Aérocampus, mise en place de l'Aérocampus qui intègre l'arrivée de l'ETS. Ça, c'est extraordinaire parce que l'ETS commence ses formations la semaine prochaine pour former des ingénieurs en aérospatial et il va y avoir la mise en place d'un deck-back avec l'École nationale d'aérotechnique. Okay. Alors ça, c'est vraiment un projet majeur qu'on a qui est possible grâce à la désignation de zone. Et ce que l'ETS souhaite, c'est d'avoir ses propres installations collées sur celles de l'ENA où on va pouvoir, avec le temps, accueillir de plus en plus d'étudiants puis former de plus en plus d'ingénieurs. Alors ça, c'est vraiment un beau projet sur lequel on travaille. Il y a les bancs d'essai, bien sûr, pour la motorisation hybride, là, dont on a jasé brièvement un petit peu plus tôt, qui sont en cours. Juste à l'ENA, cette année, c'est 30% de plus d'inscriptions qu'ils ont eues. Ça peut avoir un effet pour attirer des nouveaux étudiants. Tout à fait. Et comme je le disais, on a beaucoup de demandes aussi au niveau des nouveaux investissements. Donc, des entreprises étrangères, mais aussi des entreprises au Québec qui disent « Ah, j'aurais de l'intérêt, moi, à me rapprocher des différents acteurs, à être près du bassin de main-d'œuvre, à bénéficier de vos centres de recherche, etc. » Donc, on travaille beaucoup sur une stratégie d'attraction au niveau de l'aérospatiale aussi. Donc, je dirais que les prochains projets, ça tourne autour de ça. C'est vrai, il y a aussi l'aéroport de Saint-Hubert. Puis ils ont annoncé aussi un laboratoire où ils permettent à différentes startups ou à des chercheurs de venir utiliser de la donnée qui est disponible à l'aéroport, de venir tester toutes sortes de technologies. Okay. Donc, ça devient un aéroport laboratoire. Le responsable me disait qu'il comparait ça un petit peu à un hôpital universitaire. Donc là, un aéroport universitaire, si on veut, où étudiants, chercheurs, startups peuvent venir tester sur l'aéroport et sur le nouvel aérogare, là, différentes solutions ou technologies. Ouais. Moi, Julie, je trouve vraiment que le DEL, on connaît quand même le paysage du développement économique au Québec. DEL, vous avez une touche unique, puis je trouve que vous ressortez du lot, vous avez un bel impact. Ce serait quoi les meilleurs conseils que tu pourrais donner à un leader d'une organisation, peu importe, qui veut innover, qui veut faire différemment, avoir un impact, mais surtout comme réaliser cet impact-là, pas juste rester dans les rêves? Là.
En fait, premièrement, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment primordial d'innover, c'est clair. Ce que je dirais, peu importe l'organisation, peu importe le service que tu offres, il y a toujours moyen d'innover. Je prendrais un exemple peut-être, si vous Absolument, voulez, d'entreprise, parce que je veux pas juste parler de corporations de développement économique, mais on a des entreprises de territoire qui font preuve vraiment d'ingéniosité. Puis je pense qu'il faut faire preuve d'ingéniosité si on veut être, comment vous disiez ça, là, le mindset innovateur. Tu sais, il faut être ouvert à la critique. Il faut ne pas avoir peur d'avoir des échecs. Ouais, il faut s'adapter avec le temps. Donc, il y a plein d'ingrédients comme ça qui font en sorte qu'un entrepreneur peut se démarquer. Il faut qu'il y ait cette ouverture-là. Et un bon exemple que j'ai, c'est une petite entreprise qui était petite, qui est devenue quand même assez grande, MBM Extermination. Là, vous entendez ça, puis vous vous dites, là, c'est très traditionnel comme secteur, puis comment on innove là-dedans. Mais c'est extraordinaire ce que la présidente, Mme Bouchard, a fait au cours des dernières années. Elle a pris cette entreprise-là qui est en gestion parasitaire, là, vous l'avez compris par le nom de l'entreprise, puis elle s'est dit, moi, je vais réinventer cette industrie-là. Je vais l'amener ailleurs. Déjà, une femme dans le secteur, on s'entend que c'est pas habituel. Et elle a pris toutes sortes de moyens pour innover. Puis je vous en donne un exemple juste au niveau du marketing. Elle va pas présenter son entreprise comme une entreprise de gestion parasitaire. Elle est un service essentiel qui permet à des entreprises de conserver une bonne image de marque, une bonne réputation. Elle travaille en prévention avec les entreprises, de pair avec les entreprises. Donc, déjà dans son discours, elle amène, puis je reprends ses mots, son industrie à être plus chic que l'image qu'on s'en donne. Elle va chercher toutes sortes de certifications. Elle a été la première à avoir une certification c'est pro, en tout cas, le nom m'échappe, mais est allée chercher comme première entreprise cette certification-là en développement durable au Québec, une certification aussi au niveau du service à la clientèle. Puis elle s'implique, elle est sur plein de conseils d'administration pour influencer justement l'image puis la direction que va prendre son industrie. Elle est sur des CA même à portée nord-américaine. Elle fait des capsules télé, radio pour sensibiliser, pour accompagner le consommateur qui veut faire de la gestion parasitaire. Écoutez, je l'écoutais, puis je me disais, ça, c'est de l'innovation à tous les niveaux. Dans une entreprise où peut-être à première vue, on se dirait, est-ce qu'il y a vraiment à faire? Puis aujourd'hui, son entreprise, c'est la deuxième plus importante en gestion parasitaire au Québec. Elle a fait l'acquisition d'une autre entreprise récemment, puis elle me disait, Julie, j'ai commencé dans ma voiture en faisant du porte-à-porte pour offrir mes services. Puis aujourd'hui, elle a une belle entreprise en pleine croissance dans le service, puis elle se démarque vraiment. Elle est rendue avec une entreprise qui a une culture d'innovation exceptionnelle. Ouais. Je pense que tu amènes un bon point que l'innovation, c'est pas uniquement technologique. Tu sais, on peut penser oui, c'est juste d'avoir la fine pointe puis tout ça, mais ça peut être dans le marketing, ça peut être dans les processus, ça peut être dans justement les relations politiques, puis comment monter de strates aussi pour influencer, tu sais. L'approvisionnement, les ventes, c'est à tous les niveaux. Innover, c'est s'améliorer. On peut toujours s'améliorer. On peut toujours faire mieux. Puis ceux qui réussissent, c'est ceux qui, quand ils terminent un projet innovant, ils en commencent un autre. C'est ça, c'est sans cesse. C'est ça qui nous permet d'être au devant de la parade. C'est quoi les plus gros défis que tu as observés chez les entrepreneurs qui veulent innover ou les erreurs fréquentes peut-être qu'il faut éviter de faire quand on s'embarque dans un projet d'innovation? Pour tout entrepreneur, je pense que la plus grande erreur, c'est, puis on le voit souvent dans les entreprises en démarrage, c'est l'estimation budgétaire. Comment ça va me coûter les prochaines années faire mes projets? C'est souvent pas la force des entrepreneurs de faire des prévisions. Donc, un de mes conseils, c'est entourez-vous, faites des prévisions solides avant de vous embarquer dans des projets d'innovation. Puis n'essayez pas de tout faire seul, parce qu'un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Il aime ça, mener ses affaires, ils ont souvent de la difficulté à déléguer. Donc, ça, c'est une autre erreur qu'on voit souvent, de tout prendre sur ses épaules puis de ne pas suffisamment déléguer, alors qu'un entrepreneur devrait se concentrer sur les tâches qui sont vraiment grandes
valeur ajoutée. Puis quand on s'embarque, il y a différents obstacles là, qu'un entrepreneur peut rencontrer, puis je pourrais en parler longtemps. Mais quand on veut s'embarquer dans un projet d'innovation ou un projet de croissance, pour moi, la première chose à faire, c'est un diagnostic de notre entreprise. Il faut regarder où est-ce qu'on est rendu puis où est-ce qu'on veut s'en aller. Parce qu'on entend souvent des entreprises dire « je voudrais m'en aller à un autre niveau, faire ci, faire ça ». Mais comment ça va dans ton entreprise? Comment vont tes finances? Comment va ton équipe? Comment vont tes clients? Puis est-ce que tu es capable de faire déjà plus avec où tu es en ce moment avant d'aller ailleurs? Donc, nous, même chez Dell, on a décidé de mettre en place des chargés de compte qu'on appelle, qui vont vraiment regarder le projet de l'entreprise, l'analyser avant de faire des recommandations. Parce qu'il n'y a pas de stratégie one size fits all quand il est le temps de prendre de la croissance ou de faire de l'innovation. C'est vraiment du cas par cas selon tes valeurs, ta culture organisationnelle, où est-ce que tu vas emmener ton entreprise, t'es rendu où dans ton stade de maturité. Donc, on a vraiment des experts chez nous qui vont faire ce travail de débroussaillage-là, aider l'entreprise à réfléchir. Puis quand cette réflexion-là, elle est faite, puis quand l'entreprise sait où elle s'en va, puis quand elle a un plan clair, bien là, on peut l'accompagner dans une croissance, on peut l'aider à aller chercher le financement, etc. Mais il y a vraiment un travail, à mon avis, de où est-ce que je suis dans mon entreprise, puis où est-ce que je veux aller avant de se lancer. Ça aussi, c'est souvent l'erreur. Le travail de réflexion, il faut regarder un peu où est-ce qu'on est rendu. Là, puis, Oui. Puis il faut accepter que c'est pas tout le temps parfait. C'est ça, où est-ce qu'on est rendu, puis puis qu'il y a des choses à améliorer. Ouais. Tu nous as partagé des belles exemples, des beaux exemples d'accompagnement ou de clients que vous avez accompagnés, mais est-ce que tu aurais d'autres exemples à nous partager là, d'accompagnement que vous avez eu qui ont eu un impact réel là, pour l'entreprise? Tout à fait, j'en ai plein. Je pense à une entreprise qui est devenue une ambassadrice de Dell, carrément. Une entreprise avec qui on adore travailler. C'est l'entreprise TGWT, qui est dans le traitement des eaux. Encore une fois, qui peut paraître traditionnelle à première vue, mais c'est une entreprise qui est toujours prête à aller plus loin, qui veut se démarquer, qui assure un leadership dans son industrie. Puis c'est des gens qui sont vraiment agréables avec qui travailler. Puis eux, ils ont rapidement compris ce qu'on pouvait faire chez Dell. Ouais. Donc, ils ont, moi, ce que j'appelle le réflexe Dell, comme je l'ai dit tantôt. Donc, dès qu'ils ont un projet en tête ou un enjeu, ils vont nous contacter. Et on travaille avec eux depuis leur implantation parce qu'ils ont fait appel à nous pour trouver leur local. Oh, wow. Et suite à ça, ils ont découvert toute notre offre de services. Alors là, on les a mis en lien avec plusieurs chercheurs pour tout ce qui est recherche et développement. On les a mis en lien avec des partenaires pour obtenir du financement. Ils se sont inscrits à différents parcours chez Dell, des parcours d'innovation, de commercialisation. Quoi d'autre? Ils ont participé à plusieurs de nos événements. Donc, développement durable aussi, on les a accompagnés là-dedans, ressources humaines. Alors aujourd'hui, tout cet accompagnement-là, ça a emmené l'entreprise à revoir ses processus, être plus productive, diminuer son empreinte écologique, rapatrier des activités qui étaient en Europe au Québec. Et c'est une entreprise aujourd'hui, comme je disais, qui assure un leadership dans son industrie. Elle est en croissance. Elle investit 5 à 10 % de ses revenus chaque année en innovation et recherche et développement. Donc, c'est le genre d'entreprise où on a, je pense, un impact. Puis on n'est pas les seuls responsables. Il y a tout un écosystème qui gravite autour de cette entreprise-là, mais un impact significatif là, sur l'évolution de l'entreprise. Mais il faut que ça parte de la direction, cette orientation-là. Puis M. Cloutier, qui est le président avec qui on travaille, il a ce mindset innovateur-là. Ouais. Madame Genet, qui est une perle, qui est devenue carrément une ambassadrice de Dell, a aussi cette vision-là. Donc, un bel exemple encore, je pense, d'entreprise qui a su s'adapter, se réinventer. Et tantôt, tu nous parlais que la première raison que les gens viennent vous voir habituellement, c'est pour les subventions. Oui. Pourrais-tu expliquer un peu pour un entrepreneur qui nous écoute, ça représente quoi un portrait global un petit peu, qu'est-ce qui peut s'offrir à eux, puis comment ça peut les aider dans leur croissance? Il existe une panoplie d'outils, puis je pourrais en parler pendant des heures. Des subventions, des prêts sans intérêt, des prêts avec moratoire, etc. L'important, c'est que l'entreprise fasse un bon montage financier, puis qu'elle identifie qu'est-ce qui est le plus avantageux, puis qu'elle applique sur ce qui est le plus avantageux en premier. Nous, on se fait un devoir chez Dell de connaître toutes les aides financières disponibles, et c'est un travail à temps plein, là. Donc, ce qu'on dit aux entrepreneurs, c'est essayez pas de connaître tous ces programmes-là. Appelez-nous. On est là pour ça. Ouais. Puis, on a des gens qui vont étudier le projet. Vous êtes dans quel secteur?
c'est quoi le projet exactement. Puis là, ils vont dire à l'entreprise, bien voici les subventions d'abord sur lesquelles tu dois appliquer, ensuite les prêts qui ont des conditions avantageuses, puis ensuite ce qui est plus traditionnel. Mais il existe une panoplie. Écoute, nous, on a des projets, en fait, des programmes qui sont sectoriels. Il y a des programmes locaux, provinciaux, fédéraux. Donc, les outils sont là. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'en bénéficient pas, qui trouvent ça trop compliqué. Alors, c'est là que je dis, faites-vous accompagner là, par nos experts. Puis là, on parle d'aide financière, mais il y a aussi des aides techniques qui sont disponibles pour la recherche, pour faire des montages avantageux, pour faire du développement durable, etc. Là. Donc, il y a tout un écosystème qui est mobilisé au Québec autour des entreprises, mais il faut les connaître, il faut bien les utiliser. Puis c'est ça, je trouve top, des fois, c'est de se retrouver dans toutes ces subventions-là. C'est incroyable. Puis il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Exact. Des programmes, tu sais, Pécan, un moment donné, c'était là. Tout à fait. Du jour au lendemain, merci, bonsoir. Exactement. C'est difficile, des fois, je trouve, de s'y retrouver. Oui, tout à fait. Puis ce qui est bien, comme nous, comme Corporation de développement économique, on est très près des ministères, très près des différentes agences. On le sait souvent quand le programme va revenir. On le sait s'il est lancé, le temps qu'il va durer. Alors, souvent, on a déjà une liste d'entreprises qui veulent déposer, par exemple, le Pécan, c'est un bon exemple, ils veulent déposer sur ce programme-là. On a déjà une liste d'entreprises, puis quand le programme sort, nos projets sont prêts, puis on les rentre dans la machine, c'est l'expression. Ouais. Parce que des fois, les programmes sont là 2-3 semaines. Ouais. Donc, d'où l'avantage de travailler avec nous pour qu'on puisse déjà les aider à monter le projet, puis quand les programmes sont disponibles, bien, on s'assure qu'il y a un maximum d'argent qui vient dans l'agglomération de Longueuil. Mais il y a quand même, oui, il y a cette mécompréhension-là des programmes, mais il y a une crainte quand même des entrepreneurs à demander de l'aide. Tu sais, on disait tout à l'heure, un entrepreneur, on fonce, puis on s'en va, puis on prend les décisions nous-mêmes. Là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore, en 2025, une difficulté de faire appel puis de dire « Hey, j'ai besoin d'aide », là, Oui, c'est une bonne question. Puis c'est encore tabou aujourd'hui parce qu'un entrepreneur, c'est souvent perçu comme un super-héros. Donc, c'est quelqu'un qui est solide, qui est fort, pas de faiblesse. Là, il ne mettra jamais un genou à terre. Mais on sent quand même un virement par rapport à ça. Okay. Puis nous, on a mis en place une offre en santé mentale aussi il y a quelques années. Puis on a eu droit à des témoignages extraordinaires d'entrepreneurs qui disaient « Je me croyais super-héros. Puis à un moment donné, j'ai pas eu le choix de mettre le genou à terre. J'ai fait une dépression, peu importe. Aujourd'hui, j'en parle ouvertement. C'est de plus en plus commun. Et je pense, puis tantôt, je parlais d'authenticité puis de transparence. Puis je pense que les partenaires, les collègues apprécient que les gestionnaires soient eux-mêmes puis admettent leurs faiblesses. On a tous nos forces puis nos faiblesses. Puis la force de l'entrepreneur, c'est de connaître ses forces puis ses faiblesses-là, puis de s'entourer de gens qui vont venir les soutenir, les aider dans leur prise de décision, des gens qui sont plus forts qu'eux sur certains aspects. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des gens plus forts que nous. On ne peut pas être les plus forts dans tout. Mais il y a encore cette image-là de l'entrepreneur, mais on sent vraiment un changement. Je parlais d'aide en santé mentale. Nous, on met en place des cellules de co-développement où nos entrepreneurs vont s'asseoir ensemble, vont dire « Moi, j'ai tel enjeu, je me sens seule, j'ai besoin d'échanger. » Eh bien, c'est super populaire, ces cohortes de co-développement-là, parce qu'ils échangent entre eux puis ils co-construisent les solutions. Puis on répond vraiment à un besoin avec ça. Okay. Ouais. Puis il y en a qui préfèrent qu'on ne sache pas qu'ils se sont inscrits, fait qu'on garde, on les laisse s'inscrire directement avec nos experts externes. Puis il y en a d'autres qui partagent ouvertement, qui font partie de ça. Okay. Puis, donc, ça dépend vraiment de l'aisance de l'entrepreneur. On respecte ça, mais... Est-ce que le portrait de l'entrepreneur change avec les années, depuis que tu as commencé à les accompagner? Bien, ça, c'en est un, là, où les gens sont plus transparents, je pense, plus... authentique, puis la collaboration. On sent beaucoup plus de collaboration entre les entreprises, alors que dans le passé, c'était plus en silo. Le secret. Il y a encore des secrets, par exemple. Il y a encore des secrets quand on rentre dans la technologie, les nouveaux produits et tout, mais sur l'aspect management, comment gérer son entreprise, ses ressources humaines, son budget, il y a beaucoup d'échanges entre entrepreneurs. Puis on voyait moins ça, à mon avis, il y a quelques années. Donc, il y a plus d'entraide.
Puis les gens s'expriment plus facilement devant les autres. Ouais. C'est-tu le rajeunissement de l'entrepreneur qui fait ça? Ou bonne question. Je ne sais pas si c'est le rajeunissement. Oui, peut-être que d'une génération à l'autre. Différente qui les est façons plus collaborative ou prête à échanger. Puis, OK. Ça se peut, oui. Puis Julie, c'est quoi que tu es le plus fier de ta carrière jusqu'à présent? Oh, c'est une bonne question. En fait, je dirais que je suis fière de l'organisation qu'on a bâtie. C'est pas l'organisation que j'ai bâtie, mais l'organisation qu'on a bâtie avec mes collègues qui se démarque, je pense, quand même aujourd'hui, là. On est reconnu comme une corporation qui innove, qui s'adapte aux besoins des entrepreneurs. Donc ça, je suis bien fière de ça. Puis tantôt, d'entrée de jeu, dans l'introduction, tu parlais justement des investissements qu'on a été en mesure de générer, des emplois. Puis ça, pour moi, je me répète, mais c'est que ça a un impact sur le citoyen, sur sa qualité de vie. Puis c'est ça qui me rend fière. C'est l'impact que j'ai sur les gens, les relations que j'ai développées aussi avec le temps. Puis ce qui est extraordinaire dans mon travail, c'est que je peux être impliquée sur différentes organisations. Et puis, ça fait en sorte que j'ai une portée locale, mais en étant, par exemple, présidente de Montérégie économique, avec mes collègues de la Montérégie, on met en place plein d'initiatives pour toute la région. En étant sur Aéro Montréal puis Montréal International, bien, je suis impliquée dans le rayonnement de la métropole, dans son attractivité, dans le développement du secteur aérospatial. Donc, tout ça, c'est sûr que ça me rend fière, ça me motive beaucoup. Tu sais, ça anime ma passion là, que j'ai du développement économique. Mais c'est ça, en bout de ligne, c'est vraiment l'impact que tu as sur les individus dans une communauté. Puis quel conseil tu aurais à quelqu'un qui lance sa carrière présentement, puis qui arrive dans un contexte très particulier, dans le sens que, tu sais, il y a l'intelligence artificielle qui vient d'embarquer, qui bouleverse nos manières de travailler, des emplois, tu sais, il y a eu beaucoup de licenciements, même dans les grandes entreprises, les GAFA, il y a eu des milliers de licenciements dans les dernières semaines. Tu sais, ça serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui embarque dans le marché du travail puis qui veut avoir un impact puis avoir une carrière comme la tienne ou une belle carrière, là? Mon premier conseil, c'est toujours de s'entourer, ça c'est sûr. De s'entourer puis d'être à l'écoute, de suivre ce qui se passe sur le marché parce que tu parlais de technologie. Ouais. C'est dur aujourd'hui de suivre tout ce qui se passe au niveau de la technologie. Juste, tu l'as nommé, mais en intelligence artificielle, ça va super vite. Donc, il faut vraiment être ouvert. Il faut suivre le marché. Il faut se former constamment parce que ça évolue. Puis s'entourer, pour moi, c'est la clé. Là, je l'ai dit précédemment, mais s'entourer, par exemple, une entreprise qui se lance en affaires, mais s'entourer de coach, s'entourer d'un bon banquier, d'un bon avocat, etc. Ça, pour moi, c'est la clé du succès, puis faire affaire avec d'elle, bien sûr. Ça, c'est très important. Puis pas hésiter à... On en parlait là, de tous les leviers qui sont mis à la disposition des entreprises. Il y a des leviers qui sont mis à la disposition des individus aussi. Au niveau des carrières, on a des formations exceptionnelles sur le territoire qui sont offertes pour mettre à niveau les employés avec les nouveaux emplois puis les emplois du futur. Donc, si on veut évoluer dans une organisation, on a tout ce qu'il faut aussi sur le territoire pour pouvoir faire évoluer notre carrière. Ce serait quoi les meilleures compétences que tu as remarquées pour avoir de l'influence ou avoir du leadership? T'sais, parce qu'on entend le leadership souvent, mais concrètement, comment y arriver à avoir de l'influence puis de justement pouvoir s'impliquer comme tu t'impliques puis de pouvoir... avoir un impact concret là, dans ce qu'on fait au travail. Oui. Bien, je pense que pour assurer un leadership, puis je vais peut-être me répéter, là, mais il faut vraiment... il faut aller chercher l'adhésion des gens. C'est ça, du leadership, c'est exercer de l'influence. Mais pour ça, comme je le mentionnais, il faut faire preuve de transparence, d'authenticité, il faut consulter, etc. Donc, ça se développe, je pense, du leadership. On a chacun notre style de leadership. Mais l'important, c'est de croire aussi en quelque chose, de ne pas abandonner. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à nos fins, puis de retenir chaque fois, comme je le mentionnais, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Mais il faut vraiment croire, puis il faut avoir une vision claire, puis il faut que les gens la comprennent, cette vision-là. Pourquoi on s'en va vers cette vision-là, sinon ils y adhéreront pas. Ouais. C'est quoi justement ta vision pour les prochaines années, pour Longueuil en général?
Bien, en fait, c'est vraiment qu'on continue, comme je mentionnais, à travailler tout l'écosystème ensemble, en collaboration. Puis on le voit depuis les dernières années, on a vraiment atteint un autre niveau par rapport à ça. On travaillait vraiment en silo sur l'agglomération de Longueuil. Donc, ça s'améliore énormément pour le bien de notre économie parce que, comme je disais, c'est le travail de tous. Donc, pour moi, c'est vraiment de continuer à amener tous les acteurs en travaillant ensemble, puis faire en sorte que notre agglomération continue de se démarquer, de rayonner, de créer de l'emploi. On a toutes les conditions gagnantes actuellement, puis on a beaucoup d'investissements sur le territoire. Il faut que ça continue. On a des investissements majeurs dans nos infrastructures, que je pense au REM récemment. Il y a le port de Contrecœur qui s'en vient. On a eu je l'ai-tu nommé, l'aéroport, le développement de l'aéroport. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'investissements. Il y a des annonces de centres de congrès, d'hôtels. Oui. Il faut maintenir ce rythme-là. Les investissements sont majeurs dans nos entreprises aussi. Ça, c'est signe que notre économie va bien. Donc, je souhaite continuer à contribuer à ça à ma manière comme je le peux, mais avec, bien sûr, l'ensemble des acteurs du territoire. Puis, mettons une entreprise qui n'est pas sur le territoire de l'agglo de Longueuil. Ça serait quoi, mettons, les meilleurs réflexes que tu pourrais leur conseiller d'avoir pour, justement, aller chercher de l'aide puis de pouvoir se faire accompagner, puis même peut-être se faire accompagner de manière qu'ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient se faire accompagner, là? Bien, s'ils ne sont pas sur le territoire de l'agglomération, il y a des organismes qui, quand même, sont nos équivalents dans toutes les MRC au Québec. Donc, les municipalités régionales de comté, elles ont toutes une organisation comme la nôtre. En Montérégie, ces organisations-là travaillent beaucoup avec DEL. Donc, ça fait en sorte que si une entreprise, par exemple, est située à Saint-Hyacinthe, bien, elle pourrait faire appel à DEL via sa corporation, bien sûr, de développement économique, mais elle pourrait faire appel à nous pour le développement durable, pour tout ce qui touche le virage numérique, puis il pourrait aussi s'impliquer dans nos parcours de l'accélérateur. Donc, on a certaines ententes avec les MRC en Montérégie qui permettent à leurs entreprises de bénéficier de nos initiatives. Mais sinon, pour tout ce qui est recherche de financement, innovation, etc., chaque MRC a des spécialistes qui peuvent soutenir les entreprises. Donc, il faut avoir le réflexe d'aller à la MRC, d'aller vers ces organisations-là. Puis, ils peuvent nous contacter chez DEL, puis on va leur dire c'est qui leur corporation, puis à qui ils devraient parler. Ça va nous faire vraiment plaisir. Ouais. On a parlé beaucoup aujourd'hui, justement, du mindset innovant. Puis je pense que c'est quelque chose de super important dans l'ère qu'on est. Avec tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, pandémie, transformation numérique accélérée, y a-t-il des comportements que tu as observés chez les entrepreneurs qui ont réussi justement à tirer leur épingle du jeu? Bien, ou des réflexes, tu sais, ou pour être comme agile, puis être capable de, justement, en sortir gagnant? Oui, bien, d'abord, là, puis toutes les études le démontrent, là, avec tous les bouleversements qu'on a connus les dernières années, qui s'en est sorti le mieux? C'est les entreprises qui innovaient. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup plus résilientes, parce qu'elles sont productives, elles sont compétitives. Donc, quand il arrive des bouleversements, elles sont prêtes. Et on a eu, je dirais, des signaux, j'allais dire wake-up call, mais c'est pas, excusez l'anglicisme, mais tu sais, avec les tarifs, avec la pandémie, il y avait des signaux importants là, qui disaient à nos entreprises, on n'a plus le choix. Là. Il faut innover, il faut diversifier nos marchés, etc. Donc, ce sont ces entreprises qui innovent, qui réussissent le mieux. Et comment elles le font? C'est en étant justement ouvertes, comme je l'ai mentionné plus tôt, au feedback. Elles connaissent ce qui s'en vient, maîtrisent le marché. Elles n'ont pas peur de l'échec. Elles consultent. Elles écoutent les recommandations. Elles écoutent ce que leurs clients leur disent. Elles s'adaptent. Puis elles sont toujours en mode amélioration. Donc, l'amélioration continue. Ce sont les entreprises qui réussissent le mieux. L'échec pour un entrepreneur, c'est pas nécessairement un signe négatif. Il faut le voir comme une itération, puis on recommence, puis on avance, on progresse. Apprend de ça. On progresse de notre erreur dans certains cas, mais au moins on en apprend, on a des leçons qui en tirent. Donc c'est important de faire ça. Bien, c'est ça aussi le mindset innovant, je pense, c'est de dire j'ai des obstacles, j'ai des enjeux. Mais là, il faut que je les vois comme des opportunités. Ouais. Il faut que je change en opportunité en innovant, justement. Ouais. Donc, oui, absolument. Puis, tu sais, est-ce que vous aidez tout type d'entreprise à Longueuil? Est-ce qu'il y a des critères précis ou comment ça fonctionne, mettons, pour une entreprise qui a besoin de l'aide? Là? On aide la plupart des entreprises. Ce sont les entreprises surtout industrielles, les entreprises de services,
les entreprises de distribution, par exemple, les entreprises technologiques. Où on intervient moins, c'est pour, par exemple, les travailleurs autonomes, le volet commercial, commerce de détail. On les aide à certains niveaux. Là, par exemple, pour le commerce de détail, on a certains services en développement durable, en virage numérique. L'offre est un petit peu plus limitée. Mais je vous dirais que tout ce qui est manufacturier, industriel, technologique, on est très, très présent. C'est quand même 4-5 000 entreprises sur le territoire. Donc, on a une super belle clientèle puis un beau terrain de jeu avec nos 15 parcs industriels. On a vraiment un superbe de beau territoire. Puis, on a aussi une économie qui est bien diversifiée comparativement à d'autres régions. Ça, on n'en a pas parlé, mais on a plusieurs secteurs chez nous qui sont bien établis, avec des grandes entreprises, des petites PME technologiques qui gravitent autour, des centres de recherche, etc. On n'a pas que l'aérospatial, on a parlé plus de ça. On a d'autres secteurs qui se démarquent. Ouais. Ouais, puis c'est quoi justement ces secteurs-là qui se démarquent plus que l'aérospatial, mettons, dans l'agglo de Longueuil? En fait, les autres secteurs qui se démarquent, il y a l'agroalimentaire. On est très fort en agroalimentaire. On a des manufacturiers, là, par exemple en boulangerie, tout ce qui est produits laitiers. On a beaucoup de filiales de multinationales qui sont sur notre territoire dans ces secteurs-là. Beaucoup de distributeurs agroalimentaires aussi. Des grandes entreprises, des plus petites. On a aussi tout ce qui est logistique et distribution. On a un des plus grands transporteurs en Amérique du Nord, qui est Groupe Robert. Ouais. On a beaucoup de centres de logistique, distribution, des quincailleries, entre autres, qu'on a sur notre territoire, Lowe's, BMR, etc. Donc, c'est un autre secteur qui est très, très fort chez nous. Les TI, c'est un secteur qui est en forte croissance sur le territoire. Puis, ce qui est intéressant de mentionner aussi, c'est que nos parcs industriels, là, sont pas mal saturés. On a presque plus de terrain à vendre. Donc, on est à revitaliser et on essaie de densifier nos parcs industriels, mais on a beaucoup d'espaces bureaux disponibles. Et dans nos espaces bureaux, c'est des entreprises TI qu'on veut, qui vont venir soutenir nos industriels sur le territoire. Donc ça, on y travaille beaucoup, puis ça fait en sorte que dans les prochaines années, c'est un secteur, les TI, qu'on va beaucoup développer. Je ne sais pas si j'en oublie. Les sciences de la vie, c'est l'autre secteur qui est très fort. On l'a vu cette semaine, des investissements majeurs chez Delpharm à Boucherville. Donc, Delpharm, Sandoz, nos plus gros employeurs dans ce secteur-là sur le territoire, mais c'est un secteur qui va bien aussi chez nous. Mais c'est vraiment inspirant d'entendre, Julie. Puis, on a eu la chance, nous, de collaborer avec le DEL au début. Puis, je voudrais te remercier beaucoup pour la confiance aussi que tu nous as donnée. J'ai côtoyé une leader qui est authentique, comme tu l'as dit, qui est rassembleuse, qui amène une vision commune, puis qui n'a pas peur d'amener de la nouveauté, puis de l'innovation, puis d'en parler à voix haute. Fait que j'ai beaucoup apprécié notre échange, puis j'ai senti une excellente maîtrise du sujet aussi, de toutes les différentes thématiques qu'on abordait. Vraiment, je ne sais pas si tu avais un petit mot pour Julie. Non, bien effectivement, c'est intéressant de voir à quel point il y a une vitalité dans la région de Longueuil, puis qu'il y a beaucoup d'entreprises très variées qui arrivent à s'implanter. Puis moi, ce que j'aime, c'est le rapport humain aussi à travers ça, l'impact vers les citoyens. On le voit, là, Longueuil, c'est un endroit qui est très agréable à vivre aussi, puis que, avec la combinaison avec les entreprises, c'est vraiment intéressant. Exactement. Puis en tout cas, pour moi aussi, ça a été un plaisir d'échanger. Vous êtes un bel exemple d'entreprise, justement, qui se démarque, qui innove. Donc, bravo à vous aussi. On est fiers d'avoir des entreprises comme vous dans notre écosystème. Ben merci beaucoup, Julie. Puis je ne sais pas si tu avais un petit dernier mot de la fin pour les entreprises du territoire ou pour les gens qui nous écoutent, qui veulent entreprendre, innover. Je te laisse la parole. Ayez le réflexe d'elle. On est votre bras droit en affaires. Donc, faites affaire à nos experts. Ça nous fait toujours un plaisir. Pour nous, c'est un privilège de travailler avec les entrepreneurs du territoire. Ce sont des gens exceptionnels qu'on admire et qu'on se fait un plaisir d'accompagner. Donc, on a une équipe très dynamique, très engagée. Alors, on invite les entrepreneurs à faire appel à nous. Donc, toutes les informations vont être dans la description. Et pour ne pas manquer d'autres épisodes, abonnez-vous et aimez l'épisode. Fait que, un grand merci, Julie. Ça a été très agréable. Merci à vous.